le torture, il le déshabille, avec des insultes, relatives, des insultes virilistes relatives à son anatomie, des trucs le menace avec épouvantables. un couteau. Il le menace avec un couteau. Le quotidien a dû être exfiltré et c'est un mouvement de foule. Il y a des coups qui vont vers la caméra de quotidien. Moi, j'étais juste à côté à ce moment-là, complètement par hasard, parce que pareil, je me baladais dans le meeting. Et vraiment, c'est soudainement, il y a quelqu'un qui reconnaît que c'est quotidien. Et t'as 50 personnes qui leur tombent dessus et il faut les exfiltrer au plus vite. À l'époque où Alain Soral était proche du Front National, Alain Soral était déjà un auteur, lui se prétend intellectuel, mais enfin en tout cas un influenceur, ça on peut le dire, antisémite, négationniste, aux paroles extrêmement problématiques qui tombent sous le coup de la loi. Enquêter sur l'extrême droite, c'est fouiller les marges, croiser des sources fragiles ou hostiles, documenter des réseaux qui préfèrent rester dans l'ombre. C'est se heurter au silence, faire face aux intimidations, aux procès, parfois aux menaces. À Street Press, comme dans d'autres médias indépendants, nous nous sommes fait une spécialité de ces enquêtes. Nous montrons la progression des idées d'extrême droite, nous documentons les méfaits des groupes violents. Souvenez-vous des Faflix, cette série d'enquêtes qui vous plongeait au cœur de groupes néo-nazis parisiens. Des photos, des audios et des vidéos qui nous permettent une plongée au cœur des groupes néo-fascistes les plus violents et les plus radicaux de Paris. Nous travaillons aussi à montrer les liens qu'entretiennent ces groupuscules avec des partis qui tentent d'apparaître comme plus respectables, et nous enquêtons sur ceux qui les financent. Le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Thérin est-il en train de se planter ? À l'heure où se profilent des échéances électorales majeures, les municipales cette année, les législatives et la présidentielle l'an prochain, ce travail est plus que jamais crucial. Pour en parler, j'ai invité 3 journalistes spécialistes du sujet. Youmni Kezouf, journaliste à Mediapart, qui a publié plusieurs dizaines d'enquêtes sur l'extrême droite. Thierry Vincent, qui se penche sur cette question depuis plus de 20 ans. Il a été à Canal+ avant que Bolloré ne rachète la chaîne. Il travaille aujourd'hui à Blast. Et Daphné Deschamps de Street Press. Elle a notamment réalisé un travail impressionnant au moment des législatives anticipées, où elle a beaucoup bossé sur ce qu'on a appelé les brebis galeuses. Avant de les écouter, je voudrais vous rappeler que ce travail d'enquête prend du temps et coûte cher. Si vous voulez qu'on puisse continuer, faites-nous un don. Le lien vers notre cagnotte est en description de cette vidéo. Bonjour à tous les 3, merci de participer à ce 5e épisode du podcast de Street Press. On va parler d'extrême droite, ou surtout de comment on enquête sur l'extrême droite, comment on obtient des infos, comment on les vérifie, et puis comment ça se passe sur le terrain, parce que c'est pas toujours facile, surtout quand on travaille pour un média indépendant. On va commencer par une histoire que t'as révélée Youmni. Au mois de décembre, t'as co-signé une enquête qui révèle notamment que François Paradol, qui est le directeur de cabinet de Jordan Bardella, a été adhérent de Égalité et Réconciliation. Déjà, comment tu découvres cette info ? Alors, cette info, on la découvre avec mes collègues Alexandre Berthaud et Antoine Rouget, parce qu'en fait, on a mis la main sur un listing, qui est le listing en fait des gens qui ont été adhérents à Égalité et Réconciliation, donc la mouvance d'Alain Soral, mouvance bien connue de Street Press, de vous autour de la table, des gens qui lisent Street Press. Des LGBT, des musulmans, des gauchistes. Avec ça, on gère pas un pays. Ils sont inaptes à la gestion. Je vais quand même citer les gens aujourd'hui qui ont en charge la médecine d'État. Nous avons donc Lévy, Buzyn, Hirsch, Gage, Doré, Jacob, Salomon, c'est la liste de Schindler. Et eux, visiblement, sont tous des agents de ce qu'on appelle Big Pharma, c'est-à-dire le lobby pharmaco-chimique, en plus d'être des agents du Nouvel Ordre Mondial. C'est un groupe très très antisémite. C'est un groupe qui est antisémite, qui est radical, qui est une sorte de nébuleuse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui adhèrent, ça a eu sa période faste avec dans les années 2000 avec des milliers de membres. Maintenant, c'est quand même un mouvement qui est en perte de vitesse, en perte d'argent, qui est beaucoup plus résiduel. Mais donc on se retrouve avec ce listing et ce qu'on fait, tout simplement, c'est qu'on commence à regarder qui est dedans. Donc on fait des recherches, on cherche des noms, on prend la liste des gens qui sont députés du RN, collaboratrices de députés du RN, et on cherche pour voir si on a des occurrences. Alors parfois on a des homonymes, parfois on n'a rien, le plus souvent on n'a rien. Et on cherche aussi les gens qui sont dans l'entourage de Jordan Bardella. Et on cherche donc François Paradol, son directeur de cabinet. C'est quelqu'un d'important quand même dans son entourage. Ouais, c'est quelqu'un de très important. C'est quelqu'un qui est plus vieux que Jordan Bardella, mais qui est très proche de lui. Jordan Bardella, donc il a fait toute sa carrière, si on peut dire, au Rassemblement National, au Front National. Et dans ses très jeunes années, quand il est un tout jeune militant débarqué de Seine-Saint-Denis, qui commence à venir à Paris au siège du FN pour commencer à s'introduire un peu dans le parti, il est un peu pris sous son aile par François Paradol, qui est un peu plus vieux et qui reste très proche de lui. Et Jordan Bardella
une fois qu'il a son ascension, qu'il devient du coup tête de liste aux européennes, puis ensuite président du parti, etc. Il a toujours gardé François Paradol près de lui, et donc il est devenu son directeur de cabinet, et c'est toujours son directeur de cabinet. Et quand vous appelez Paradol, c'est quoi sa réaction ? Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'on a appelé plein de gens, parce que dans ce listing, donc il y a des milliers de personnes qui ont adhéré donc à un groupe qui était très violent dans ses propos, antisémites, négationnistes, etc. On a appelé plein de gens, des gens qui maintenant sont assureurs, banquiers, profs, etc. Et tous ou presque nous ont étaient tous catastrophés et nous ont tous dit mais qu'est-ce que j'étais con quand j'étais jeune, je regrette évidemment, c'est n'importe quoi, j'étais perdu, je savais pas où je mettais les pieds, je regrette, etc. Quand on a appelé François Paradol, lui, il nous a juste dit oui, mais à l'époque, effectivement, Alain Soral, il était il gravitait autour du RN, du FN de l'époque, et donc oui, à l'époque, c'est un vieil engagement, mais c'est un engagement qui est pas si honteux parce qu'en fait, Alain Soral et le FN, c'est une vieille histoire. Là-dessus, il n'a pas complètement tort. Mais c'est vrai, ça veut dire que c'est à un moment, la ligne du parti, c'est Marine Le Pen s'affiche avec Alain Soral. Elle fait notamment campagne à Hénin-Beaumont. Il y a une photo qui existe, on la voit tractée dans les rues, il ne se cache pas. Non, effectivement, Alain Soral, ça a été quelqu'un qui a écrit des discours pour Jean-Marie Le Pen, qui a effectivement été proche de Marine Le Pen. Il y a une fameuse image, très pixelisée et très moche, mais une vidéo d'un karaoké où Marine Le Pen lance un karaoké en disant et pour pousser la chansonnette, Alain Soral. Donc voilà, c'est des liens qui ont existé. Il chante quoi ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Et elle chante être une femme libérée n'est pas si facile. C'est des liens qui existaient, mais ce qui est pas tenable en fait, c'est que à l'époque où Alain Soral était proche du Front National, Alain Soral était déjà un auteur, lui se prétend intellectuel, mais enfin en tout cas un influenceur, ça on peut le dire, antisémite, négationniste, aux paroles extrêmement problématiques, qui tombent sous le coup de la loi. Donc en fait, c'est pas parce que à l'époque le FN et Alain Soral étaient proches que ça rend cet engagement acceptable ou qu'on peut passer rapidement dessus. Il y a un autre cadre du Rassemblement national qui a été proche d'Alain Soral, qui a été adhérent d'Égalité et Réconciliation, c'est David Racheline. David Racheline, il est aujourd'hui maire de Fréjus, il est candidat à sa succession. Il a été directeur de campagne de Marine Le Pen pour une élection présidentielle. Et lui, c'est quelqu'un il a l'air d'assumer sa radicalité. Il y a une autre enquête qui le montre que tu as sortie il y a quelques mois. Oui, alors David Racheline, c'est un cas compliqué puisqu'il est moins en odeur de sainteté actuellement qu'il l'a longtemps été. Jusqu'à il y a un mois, il était vice-président du Rassemblement national quand même et maire de Fréjus, donc une grosse ville du RN qui a longtemps été érigée en vitrine, etc. Et on a révélé il y a quelques mois, effectivement, avec mon collègue Sébastien Bourdon, que David Racheline s'affichait en fait dans un restaurant de Saint-Tropez de mémoire, aux côtés là encore de deux personnes extrêmement radicales, Frédéric Chatillon, bien connu, on va en reparler je pense autour de cette table, donc ancien patron du GUD, proche de Marine Le Pen, ami de jeunesse de Marine Le Pen, très radical, qui a ensuite grenouille dans l'entourage du RN à la tête de sociétés qui sont des prestataires du Rassemblement national, d'abord un temps des prestataires tout à fait ouverts, affichés, revendiqués, puis au fur et à mesure prestataires beaucoup plus cachés derrière un enchaînement de sociétés écrans pour essayer d'être plus discrets. Donc Frédéric Chatillon d'un côté, et de l'autre côté, bras dessus, bras dessous autour de la table, Logan Géant, autre militant extrêmement radical, militant violent, qui a des tatouages nazis un peu partout sur le corps. Qui lui aussi a été un des leaders du GUD. On va reparler de Logan Géant parce que Thierry, toi, tu as aussi croisé. Voilà. Mais Daphné, toi, tu travailles beaucoup sur les groupuscules et sur les liens qu'ils entretiennent avec le Rassemblement national et avec d'autres partis d'extrême droite. Est-ce que tu peux nous dire en quelques phrases, c'est quoi le GUD ? Alors le GUD, à la base, c'est un syndicat étudiant, officiellement, qui se crée à Assas, donc Université Paris 2. Donc il y a plus de 50 ans maintenant. Et le GUD, officiellement c'est un syndicat étudiant. Dans les faits, c'est surtout une bande ultra-violente qui commet des exactions, qui finit par essaimer un peu partout en France, notamment à Lyon, beaucoup.
Puis le GUD se dissout, il donne naissance aux bastions sociales. Enfin voilà, c'est là je résume 40 ans d'histoire. Et il y a un lien quand même particulier entre les anciens membres du GUD et le Rassemblement national. Ouais. Il y a un truc qu'on appelle la GUD Connection, sur lequel notamment Mediapart a énormément travaillé. Donc, c'est ce réseau d'anciens du GUD, d'anciens cadres du GUD qui sont des entrepreneurs, qui ont tout un tas d'entreprises et qui sont devenus des prestataires, comme tu l'as dit, du Rassemblement national et du Front auparavant. Donc il y a effectivement Frédéric Chatillon, il y a Axel Lousteau aussi qui est très central, qui est un petit peu le bras droit. Très 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 sympa. Ouais, il m'a traité de salope au téléphone, mais bon, c'est ok. J'ai aussi droit à des DM insultants. Quelqu'un de très chaleureux. Très chaleureux. Mais ouais, Axel Lousteau, donc lui, Frédéric Chatillon, il a beaucoup de trucs d'imprimerie, notamment. Il est prestataire du Rassemblement national comme ça. Axel Lousteau, il a des entreprises de sécurité aussi beaucoup. C'est une affaire familiale. Son père en avait, son frère en a. Son frère, d'ailleurs, est l'employeur de Marc de Cacré-Valmeunier, ancien boss du GUD. Je fais des liaisons à la France. Voilà, mais je voulais qu'on revienne à Logan Jean. Donc Logan Jean, ça a été l'un des boss du GUD à une époque. Thierry, toi, aujourd'hui tu travailles à Blast, mais avant, tu as travaillé comme journaliste indépendant, notamment pour Mediapart, et vous avez révélé une vidéo sordide où on voit Logan Jean et d'autres membres du GUD. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est cette histoire ? En fait, c'est donc Logan Jean. Alors, comme tu disais, c'était un syndicat étudiant au départ, le GUD, mais Logan Jean, je pense qu'il n'a fait aucune étude, je crois pas. Donc, ça n'avait plus rien d'un syndicat étudiant. Alors, cette affaire remonte à 2014, il me semble. Et il y a un chef du GUD à l'époque, je ne vais pas donner son nom, mais qui est, c'est peut-être pas la peine, enfin bon, maintenant c'est public, qui s'appelle Édouard Klein, dont le père d'ailleurs était déjà au GUD, a été mercenaire aux Comores, etc. C'est une lignée assez importante à l'extrême droite aussi. Édouard Klein est chef du GUD, assez contesté parce que on dit un peu qu'il est là grâce au nom de son père et que lui, c'est quand même un truc hyper viriliste, le GUD. Enfin, si tu sais pas te battre, c'est je sais pas quoi. Enfin, et lui justement, il est pas très fort. C'est une armoire à glace, Logan Jean par rapport à l'autre qui est tout frêle. Et donc voilà, il y a ce truc où il est un peu un chef illégitime. Et moi, je tombe un peu. Alors c'est des circonstances un peu compliquées, mais un petit peu par hasard en fait, quelqu'un me montre cette vidéo. Qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo ? Sur cette vidéo, on voit, alors il y a différents clips. On a mis quand même, il y a des choses qu'on n'a pas mis dans Mediapart parce que c'est pas diffusable, c'est de la torture. On voit au départ, ils sont dans un appartement, manifestement dans un état un peu d'excitation. Et alors, on comprend pas ce qu'il lui reproche, mais Édouard Klein est là, tout frêle, et Logan Jean lui demande de faire un contre un, comme ils disent, d'aller se battre dehors, quoi. Alors, l'autre il veut pas, il dit t'as vu comment je suis taillé, et moi, etc. Puis il lui fout une grosse claque, l'autre tombe quasiment à la renverse. Et après, en fait, ils se mettent à plusieurs. Donc dans la bande, il y a Loïc Le Priol qui se fera connaître un peu plus tard pour être donc l'assassin ou le meurtrier du rugbyman Federico Aramburu, qui est là, et il y a deux autres personnes, les deux frères Vidal, et véritablement il le torture. On ne sait pas combien de temps ça dure, mais il le torture, il le déshabille, avec des insultes, relatives, des insultes virilistes relatives à son anatomie, des trucs. Il le menace avec un couteau. Il le menace avec un couteau. Ça, c'est le Priol. Il l'oblige à danser nu, avec des insultes homophobes, ce genre de choses. C'est assez long et c'est extrêmement violent. C'est du sadisme. Moi, je sais pas, je pensais pas qu'au GUD on pouvait être sadique à ce moment-là, vraiment. Entre eux en plus. Non, mais entre eux. Et c'est inimaginable, quoi. Ce qui est dingue, c'est que cette affaire, donc, elle va être judiciarisée, évidemment. Oui, l'identité des auteurs va être connue assez rapidement après. Elle est connue parce qu'il y en a un, le Priol dit je suis Loïc Le Priol, c'est pas très malin, mais enfin. Logan Jean, de toute façon, ils disent Logan, on le reconnaît. Les autres, ils sont un peu plus difficilement identifiables. Mais oui, leur nom est immédiatement connu. L'affaire va traîner. La justice va mettre beaucoup de temps à se saisir et traiter ce dossier. Et tu l'as dit, entre-temps, deux des protagonistes de cette affaire, parce que je crois que Romain Bouvier est aussi présent ce jour-là. Il n'a pas l'image, mais il est présent. Oui. Donc, deux des protagonistes de cette affaire vont, au bout de la nuit, dans une soirée, croiser deux anciens rugbyman à la retraite, Federico Martin Aramburu et Sean Egarty. Et il va y avoir une altercation. Ils vont retourner à leur véhicule, une Jeep qui appartient à papa, chercher des armes,
revenir et les exécuter. Enfin, c'est une véritable... Ah oui, oui. En exécuter un. En exécuter un, pardon. En exécuter un. On voit Loïc Le Priol essayer de se dégager. Il se fait frapper par les deux hommes. Lui aussi donne de violents coups. Et on le voit, à un moment, commencer à mettre sa main à la ceinture. Une première détonation retentit, puis immédiatement après, une seconde. 4 coups de feu suivent. Loïc Le Priol s'enfuit en courant. Ils sont tous les deux, ils vont partir en cavale. L'un va tenter d'aller en Ukraine faire la guerre et l'autre va tenter de se cacher dans un monastère chez François Fillon, dans la ville de Sablé-sur-Sarthe. Et il y a quand même un raté de la justice dans cette affaire. C'est-à-dire que le meurtre de Aramburu, il est donc 8 ans. Après cette séance de torture, ça relève de la torture, même en droit pénal. Et pendant 8 ans, alors c'est vrai qu'il y a eu le Covid entre-temps, c'est vrai que ceci, cela, mais bon, quand même, les avocats de la défense vont faire reporter de report en report. Ça dure 8 ans et entre-temps, oui, il y a quelqu'un qui perd la vie. C'est-à-dire que je pense que l'incurie de la justice, elle est un petit peu responsable quand même de la mort d'Aramburu. Et Loïc Le Priol, donc, qui est celui qui a tiré les balles qui ont tué Aramburu, après coup, on va enquêter les uns et les autres sur cette affaire et on va se rendre compte que depuis qu'il est majeur, sa vie est émaillée de faits de violence et on a l'impression qu'il y a des loupés consécutifs. Il a été dans l'armée, dans une unité spéciale, c'était un commando, où il y a eu des affaires. Il a été accusé de violence sur une prostituée. Il semblerait que l'armée soit intervenue pour le faire, pour qu'il échappe à la justice. Il va être mis sur la touche pour des histoires de syndrome post-traumatique, mais pas plus. Il y a d'autres faits de violence. Il a commis des agressions en boîte de nuit. Il y a différentes affaires. Et à chaque fois, on a l'impression qu'il y a des loupés consécutifs jusqu'à ce drame, ce meurtre, qui est assez cynique, enfin assez triste. Revenons-en au GUD. Daphné, toi, tu as travaillé sur le GUD, sur un autre volet du GUD. Le GUD, c'est de la violence, mais c'est aussi des affaires. C'est des gens qui ont des business et des gros business. Tu as travaillé sur Astoria Sécurité. Qu'est-ce que c'est Astoria Sécurité ? Qu'est-ce que tu as découvert ? Alors Astoria Sécurité, c'est une entreprise de sécurité, comme son nom l'indique. Bien vu. Oui, j'ai beaucoup travaillé. Non, mais c'est une entreprise de sécurité qui a eu plein de noms et qui est donc du coup qui était possédée par Axel Lousteau. Je dis était parce que c'est une partie importante de l'histoire, et qui a été prestataire de plein de choses, dont pas mal de marchés publics, en fait. Et donc, du coup, moi, quand je commence à travailler pour Street Press, on est en septembre 2023. Et puis, au fur et à mesure de l'année, on finit par avoir une info comme quoi, sur LinkedIn, il y aurait un type d'Astoria qui bosse à la Cité des Sciences. Sauf que la Cité des Sciences, donc musée à Paris, c'est un marché public. Et à l'époque, Astoria, c'est déjà connu comme une entreprise dirigée par un nervi d'extrême droite, connu pour sa violence, etc. Puisqu'il y a déjà eu plusieurs révélations, notamment dans Mediapart, sur des contrats qu'ils ont pu avoir avec le 104, par exemple, qui est un lieu public à Paris. Enfin bref, voilà. Et donc du coup, nous, on se dit, bon, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et on commence juste à chercher les marchés publics, parce qu'en fait, c'est public, c'est dans le nom. C'est nos impôts, c'est de l'argent de l'État. En fait, c'est de l'argent public. C'est de l'argent de l'État. C'est de l'argent public. Et donc, on trouve les contrats d'Astoria et on se rend compte que Astoria est donc en contrat avec la Cité des Sciences depuis plus d'une dizaine d'années, à ce moment-là. Ça représente quelle somme ? Quasiment 25 millions si on ajoute le deuxième contrat qu'on a trouvé, qui est celui avec la RATP. Et ça, c'est les contrats qui n'ont jusque-là pas été documentés ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'autres contrats pour des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, qui ont déjà eu lieu et qui sont déjà terminés à ce moment-là. Mais juste pour poser le sujet, ça veut dire qu'une société dirigée par un néofasciste est en contrat avec l'État pour plusieurs dizaines de millions d'euros et ça passe. Enfin, il n'y a pas des services dans l'État qui sont chargés de vérifier ce genre de choses ? Officiellement, c'est un peu difficile de faire de la discrimination en raison de la couleur politique du patron, officiellement.
Mais il y a discrimination et des enjeux de sécurité voilà, quand même. Il y a aussi des enjeux de sécurité, puisqu'on sait qu'au travers de cette entreprise-là, ainsi que d'autres entreprises de la même galaxie, il y a des contrats qui sont donnés à des néofascistes, notamment pour les sortir de mauvaises passes judiciaires. Marc de Cacré-Valmeiller, donc ancien boss du GUD et des OAV Paris, a eu une offre d'emploi, une promesse d'embauche dans une des entreprises d'Axel Lousteau pour lui éviter la détention provisoire à un moment. Enfin, voilà, c'est des entreprises qui sont utilisées pour ça. D'ailleurs, Axel Lousteau fait travailler son fils, Gabriel, qui est l'actuel boss donc, des Hussards Paris, parce qu'ils aiment beaucoup changer de nom, qui est le nouveau nom du GUD. Enfin, voilà, c'est des montages, quoi. Et au moment où on arrive, hasard complet du calendrier, alors le contrat avec la RATP est toujours en cours aujourd'hui parce que le contrat existe, il ne peut pas se rompre. Mais au moment où on arrive, en fait, l'enquête, elle sort un mois avant le renouvellement du contrat avec la Cité des Sciences. Renouvellement évalué à 17 millions d'euros. Et renouvellement qui n'a pas eu lieu. Et donc, ils ont perdu ce contrat, alors on n'y est pour rien. Et ils nous attaquent en justice. Ouais. Astoria Sécurité nous attaque en justice. On ne sait pas exactement où est cette procédure. Non, on n'a pas trop de nouvelles ces derniers temps. Mais en fait, ils nous attaquent en justice sur un point très précis qui est que à peu près un mois avant l'apparition de notre enquête, Axel Lousteau a officiellement transféré toutes les parts de l'entreprise qui possédait Astoria Sécurité à son cousin, avec lequel il bosse depuis des années. Mais qui n'a rien à voir. Mais qui n'a absolument rien à voir, qui n'a jamais fait de politique, etc. Et donc nous, évidemment, on appelle Axel Lousteau parce qu'on fait notre métier. Donc on lui demande ce qu'il en est. Ce qu'il en est, voilà. Il nous renvoie vers son cousin qui nous dit, globalement, si vous écrivez ce que vous comptez écrire, je vous fais un procès. Donc nous, on écrit dans l'article que depuis un mois, ce n'est plus Axel Lousteau, le patron d'Astoria Sécurité. Mais qu'au moment où tous les contrats dont on parle ont été signés, c'était lui le patron. Et donc, du coup, ça leur a déplu, ce qui peut se comprendre en soi. Et voilà, donc, parce qu'il y a un problème d'image, parce que Axel Lousteau est un néofasciste. Parce que son fils a été condamné pour violence homophobe. Voilà, et alors... Il y a plusieurs choses qui démontrent qu'Axel Lousteau est un néofasciste. Il y a une vieille vidéo où on le voit aller à la rencontre de Léon Degrelle, qui est un collabo, et il lui dit dans cette vidéo toute son admiration, il lui demande même un autographe. Alors bon, ça a plusieurs décennies, peut-être qu'il a tourné la page, mais il y a aussi eu une photo qui a été publiée sur Mediapart, qui a été diffusée par Canal+. À l'époque, c'est toi qui fait... C'est quoi cette photo ? Et cette photo va vous valoir aussi des pérégrinations juridiques. Alors, cette photo, c'est le 40e anniversaire d'Axel Lousteau, qui, si je ne me trompe pas, doit se situer en 2010. Donc, moi, je la récupère quelques années après. Et donc, sur cette photo, on voit très clairement qu'il fait... Enfin, moi, je ne vois pas autre chose qu'un salut fasciste ou nazi, de manière évidente. Surtout qu'en fait, cette photo a été récupérée d'un ancien compte Facebook. C'était un peu les débuts de Facebook. Il ne faisait pas trop attention entre ce qui était public, confidentiel. Enfin, puis il n'était pas si connu que ça. Donc, et c'était une photo de profil, en fait, qu'il avait publiée, en tout cas, sur son compte Facebook. Donc, quand vous avez le bras bien tendu, etc., c'est vrai qu'on peut... Parce qu'il a dit non, je fais coucou, mais enfin, une photo comme ça, si par hasard, on vous prend un moment où cette posture peut être ambiguë, vous la publiez pas sur votre Facebook. Surtout quand on est Axel Lousteau. Surtout quand on est Axel Lousteau. Surtout quand il y a aussi à côté il y a Chatillon, c'est Frédéric Chatillon dont on a parlé, chef du GUD dans les années 90, très proche de Marine Le Pen également. Il y a aussi, si je me souviens bien, Mini Tranelong, qui est un ancien militant néo-nazi de la FAN. Le bras tendu, ils connaissent. Ils connaissent, ils sont même experts, etc. Curieusement, quand on a diffusé ça sur Canal+, c'est passé un peu inaperçu. Ils n'ont pas porté plainte. Il m'avait vraiment menacé de me poursuivre, etc. Par contre, quand Mediapart l'a reprise en citant Canal+, etc. Là, il a fait procès. Et je crois qu'à l'arrivée, d'ailleurs. Parce qu'il y a eu appel. Après, je crois que Mediapart a gagné. Il me semble, c'est ça. J'ai vérifié quand même. On va vérifier pour être sûr, mais il me semble. Mais par ailleurs, l'engagement d'Axel Lousteau en tant que militant néofasciste, etc. S'il tenait qu'à une photo de bras tendu, ça se saurait. C'est quelqu'un qui n'a jamais renié
quelconque engagement que ce soit. C'est quelqu'un qui, il y a encore un an, était dans les rues de Paris au moment du défilé du comité du 9 mai, donc c'est 9M, défilé qui est devenu un peu le rendez-vous annuel de toutes les 40 nuances de France néofasciste française et européenne. Voilà, c'est quelqu'un qui assume, revendique ces engagements-là sans aucun problème. Puis il y a une vraie tradition familiale aussi. Enfin, c'est quelque chose sur lequel on n'a pu passer, mais c'est-à-dire que son père était lui-même proche de milieux fascistes ou néofascistes. Lui en fait partie. Son frère a été proche du GUD aussi. Son fils est actuellement le boss donc des héritiers du GUD. Enfin, il y a une vraie salarié de son entreprise. Et salarié. Officiellement, il est dirigeant, mais dirigeant. Voilà. Pardon. Mais enfin voilà, il y a pas forcément la subtilité. Pardon, vas-y. Non, mais enfin voilà, il y a une vraie tradition et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve de manière générale à l'extrême droite. Enfin, bon, moi j'arrive plus tard que vous tous dans la question. Tout de suite qu'on est vieux. Non. Non, je dis pas que vous êtes vieux, je dis que je suis plus jeune. C'est différent. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que une partie de mon travail aussi, ça a été, quand j'ai commencé notamment, ça a été accumuler un petit peu toutes les connaissances que vous avez déjà pu sortir de tout ce qui a déjà pu être écrit. Et en fait, ce qu'on retrouve, c'est des traditions familiales. Les gens qui sont les militants néofascistes de ma génération, qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans, il y en a une énorme partie qui sont des héritiers de militants néofascistes qui ont entre 50 et 60 ans aujourd'hui. C'est les enfants des militants néofascistes d'il y a 30 ans. Et c'est une manière de concevoir sa légitimité. C'est beaucoup plus facile de devenir chef d'un groupuscule quelconque quand on peut se prévaloir d'une longue tradition de militantisme, d'un père, d'un cousin, d'un oncle, que sais-je, qui lui-même a porté le même combat, a fortiori, à des moments parfois, où c'était encore plus compliqué que maintenant. Il y a aussi... Tout à l'heure, on a parlé d'Édouard Klein, voilà. On peut parler des frères Michaud, dont le père était un grand financier de l'extrême droite et qui sont des cadres violents de l'extrême droite aujourd'hui. On a parlé de Marc de Cacré-Valmenier qui vient d'une grande famille d'extrême droite. Sa femme, Liselotte Dungelhoff, qui vient aussi d'une famille d'extrême droite. Ghana. Les Ghana qui viennent... Ghana, qui est Jean-Hugues Ghana, qui était tous les frères, leader de l'Alvarium, un groupuscule d'Angers qui a été interdit. Oui, moi, j'aime bien parler de népotisme chez les néofascistes, en fait. Enfin, un peu parce que c'est drôle et un peu parce que c'est vrai. Et puis même quand c'est pas forcément des grandes figures, à Lyon, il y a une famille qui s'appelle les Guimaton. Ils avaient pendant un moment un frère à la tête de chacun des types de groupuscules lyonnais. Un à l'Action française, les royalistes, un à Lyon populaire, les néofascistes, et un à Rempart, les identitaires. Et leur père est militaire, leur mère a été candidate RN, leur oncle aussi. Enfin voilà, c'est... Et même si leurs parents et oncles ne sont pas forcément des militants violents, il y a une tradition familiale. La politique à l'extrême droite est une affaire de famille. On le sait. Il n'y a qu'à voir les Le Pen. Il n'y a qu'à voir on n'a carrément pas parlé des Le Pen, mais oui. On est passé un peu vite sur les procès. On voit que les différentes enquêtes qu'on mène nous amènent souvent devant les tribunaux. Alors nous, à Street Press, on en est à 16 en cours des procès. 17, je ne sais plus, 16 ou 17. 16 ou 17, 16 je crois. 13 émanant de l'extrême droite. Vous de votre côté Alors le décompte des procès de Mediapart, je ne l'ai pas, mais on est à plusieurs centaines depuis 18 ans bientôt que Mediapart. Ouais, moi je parlais des en cours. C'est 16 en cours. J'ai pas l'information, mais notre équipe d'avocats passe un temps certain et c'est un budget à nous défendre. C'est un budget effectivement, et c'est un truc qu'il faut rappeler, c'est que Mediapart est une entreprise de presse qui a les reins solides désormais, mais c'est pas le cas de plein de petits médias indépendants, que ce soit des médias indépendants nationaux, que ce soit des médias indépendants locaux aussi, qui se retrouvent très vite pris à la gorge par des procédures bâillons, parce qu'en fait un procès pour un petit média local qui enquête de son côté, un seul procès, ça peut être le budget d'une année qui est complètement grévé. C'est très très difficile, et donc c'est important entre autres pour ça de soutenir les médias indépendants. Non, mais de toute façon à Street Press, le budget des procès, ça coûte plus cher que mon salaire sur une année, donc c'est quand même début. Et à Blas, vous en avez aussi. Alors je sais pas. Vous avez gagné récemment. Il y en a eu un, alors il y en a eu un qu'on a gagné contre Raptor. Les meufs restent des éternelles salopes. Putain, c'est sorti tout seul. Non, mais ça reste des grosses putes parce que
Les meufs sont extrêmement lâches. Ça nous a fait plaisir, on On l'attend. attend de gagner contre le frappe. Je sais, vous avez aussi, vous devriez normalement, de ce que tu me dis, vous devriez vous en tirer parce que, enfin là en plus c'était vraiment un désaveu pour lui parce qu'ils ont même pas regardé notre offre de preuve. Ils ont même pas, je m'étais un peu cassé la tête à retrouver les vieilles vidéos parce que tout effacé, tout ça. En fait c'est même pas la peine, ils ont dit non, c'est pas diffamatoire et terminé, il y a rien à voir. Bon c'est du civil, hein. Et là je sais pas si on en a, moi j'en ai pas en cours là, mais je sais pas si on en a d'autres, je sais pas. En tout cas c'est Pas un sûr. enjeu et puis Là, c'est un enjeu. il y a un autre sujet, on va pas y en faire des caisses, mais travailler sur l'extrême droite, c'est aussi recevoir des menaces, des insultes. Daphné, il y a pas longtemps, t'es allée à une manif, c'est jamais un moment agréable. Ça va. Non, mais au C9M, donc au comité du 9 mai l'année dernière, donc à l'édition 2025, j'y suis allée avec un copain journaliste suédois, donc qui parle pas la langue, qui parle pas français, qui comprend pas ce qui se passe, mais qui réalisait un documentaire. Et donc du coup, on y allait ensemble parce qu'on allait au même endroit. Et il m'a dit, c'est assez impressionnant, dès que quel que soit l'endroit où tu passes dans le cortège, ils essayent de t'adresser la parole, ils essayent d'attirer ton attention. Enfin voilà, une fois. Parce que t'es une femme aussi. Ouais, parce que je suis une femme, parce que j'ai un âge proche de beaucoup d'entre eux, et parce qu'en fait, on n'est pas si nombreux que ça à être vraiment identifiés comme des personnalités en tant que journaliste. Parce que t'as publié beaucoup d'enquêtes sur certains d'entre eux. Oui, mais aussi, et après, parce qu'il y a aussi un truc qui eux, espèrent beaucoup aussi dans une espèce de quête de reconnaissance, espèrent aussi apparaître dans des articles pour certains. Et vous, comment ça se passe sur le terrain quand Youmni, toi, Alors c'est variable. Moi je travaille beaucoup sur la politique partisane, on va dire. Une grosse partie de mes journées sont consacrées au Rassemblement national et aux autres partis d'extrême droite français. De ce point de vue-là, on n'est pas sur des relations qui sont aussi tendues que ça peut l'être avec des militants violents, évidemment. On a longtemps eu Mediapart, on a longtemps été persona non grata au meeting du Front National puis Rassemblement National. Ça a changé. Désormais, on est accrédité aux événements. Il ne reste officiellement plus que Quotidien qui est toujours banni des meetings. Nous, on est accrédité. Moi, je rentre dans les meetings, à quelques exceptions près où parfois j'ai des mauvaises surprises. Je me suis retrouvé à la porte d'une salle des fêtes dans l'Oise, ou la Somme, je ne sais plus, dans l'Oise, je crois, il y a 3 semaines, parce que je venais assister aux vœux d'un député RN, Alexandre Sabatou, et qui a décidé que non, il voulait pas de moi, donc il m'a laissé à la porte. Mais normalement, ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. On peut rentrer. Après, on n'est pas bien reçu quand on rentre, hein. C'est-à-dire que voilà, ça reste des interactions qui sont la plupart du temps pas agréables, avec des gens qui n'ont pas envie de nous parler, ce qui est leur droit le plus élémentaire, mais qui nous le font comprendre de manière souvent pas très aimable, ce qui est moins sympa. Ça, c'est pour la partie politique. Et puis après, il y a la partie militant. Et ça, c'est très variable. J'ai pas eu de grosses confrontations, disons, violentes, où j'ai pu avoir peur pour moi. J'ai eu des interactions pas drôles avec le DPS, donc qui est le service de sécurité du Rassemblement national, qui a pas la liberté de la presse chevillée au corps, on va le dire comme ça. Mais à part ça, voilà, après c'est jamais agréable quand on est être dans un meeting Rassemblement national, particulièrement dans des campagnes européennes, des campagnes un peu nationales. C'est une expérience particulière, hein. C'est 3, 4, 5 000 personnes qui sont en fait conquises par ce qui est dit sur scène, qui peuvent être parfois des propos violents, racistes, islamophobes, xénophobes, etc. C'est 5 000 personnes qui sont souvent galvanisées, voilà, et donc qui parfois, quand on a sur scène un ou une chef de parti qui fait huer les journalistes quand ça lui chante, qui fait huer complément d'enquête, le service public, Mediapart, Libération, que sais-je, forcément, ça a des répercussions sur les gens qui assistent à ça et qui se disent bah oui, la presse c'est l'ennemi, et du coup quand après on vient en disant bonjour, je suis journaliste, je peux vous poser quelques questions sur le meeting, parfois on n'est pas bien reçu, mais faut pas s'en étonner. Exemple bien d'en haut. Il y a des fois, ça dérape un petit peu plus. L'exemple récent le plus connu, c'est le meeting de Zemmour à Villepinte en 2021. Où là, on était sur un extrême. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a eu 2 violences physiques en fait, à ce meeting. Il y a celle qui a été très médiatisée, qui est les militants de SOS Racisme qui font une action où ils écrivent Stop Racisme sur leur t-shirt et bon, ils se font passer à tabac.
notamment par des membres du GUD. La deuxième, c'est qui se passe avant, en fait, c'est des militants normaux de Reconquête qui s'en prennent soudainement aux journalistes de Quotidien, au point où Quotidien a dû être exfiltré. Et c'est un mouvement de foule. Il y a des coups qui vont vers la caméra de Quotidien. Moi, j'étais juste à côté à ce moment-là, complètement par hasard, parce que pareil, je me baladais dans le meeting. Et vraiment, c'est soudainement, il y a quelqu'un qui reconnaît que c'est Quotidien, et t'as 50 personnes qui leur tombent dessus, et il faut les exfiltrer au plus vite. Et pendant cette exfiltration, des journalistes de Mediapart se sont aussi pris des coups. Mes deux collègues moi j'y étais pas, mais mes deux collègues qui couvraient la manifestation, eux aussi, du coup, se sont pris des coups parce qu'ils suivaient le mouvement de cette exfiltration forcée de Quotidien. Et donc voilà, effectivement, quand on galvanise la violence au plus haut, c'est-à-dire c'est des chefs de parti, des candidats, rappelons qu'il était candidat quand même, exercer la fonction de président de la République, qui galvanise cette violence-là, oui, effectivement, ça redescend sur les militants, les sympathisants qui se trouvent dans la foule et qui se sentent autorisés à faire ce genre de choses. Thierry, t'as fait des enquêtes sur l'extrême droite un peu avant nous, sans... Mais oui, je suis un boomer, on peut le dire. Allons-y. Pardon. Notamment pour Canal+, où tu avais fait une longue enquête pour Spécial Investigation à l'époque. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous avons contacté Marine Le Pen pour savoir pourquoi Axel Lousteau fait toujours partie de son entourage. Son attaché de presse a immédiatement fait barrage. Est-ce que les contacts, les relations avec l'extrême droite étaient les mêmes à cette époque-là, parce que à cette époque, tu interviews, je crois, Damien Rieu, qui était le porte-parole des identitaires, qui est allé chez Reconquête, tu as interviewé pas mal de monde, tu as bossé aussi sur les meurtriers de Loïc Lepri... de Clément Méric. De Clément Méric, pardon. Voilà. Comment ça a évolué ? Alors, c'est marrant que tu me poses la question parce que c'était quand même super tendu, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que maintenant, alors l'époque, elle a changé. Il faut rappeler qu'à l'époque, je ne sais même pas si ça existait déjà, Telegram, Instagram, ça existait à peine. Enfin, les réseaux sociaux sont extrêmement développé. Donc de toute façon, il la trouve votre tête, il vous reconnaît. Enfin, là, on est reconnu tout de suite. À l'époque, c'est un peu moins le cas. Donc, ce qui fait que moi, je passe un peu plus inaperçu. Mais bon, enfin, quand il y en a qui me reconnaissent, enfin, ou qui me reconnaissent pas. D'ailleurs, ils voient juste que je suis journaliste Canal+. Enfin, alors on n'avait pas siglé Canal+, parce que sinon c'était mort. Mais même, je sais plus, ils le savaient, ils avaient compris. Ou bon. Et là, ça devenait, ça pouvait être assez tendu. Enfin, moi, il y a, frappé non, mais disons molesté, oui, on a été, un mec qui m'a poussé, j'ai reculé 3 mètres, c'est le service d'ordre de la manif d'extrême droite elle-même, c'est une fête Jeanne d'Arc qui a dû, en fait, faut reconnaître, qui m'a protégé, comment ça dérape pas complètement, parce que sinon t'es pas très bien. Il y avait peu de médias en plus qui couvraient ce genre de choses. Hein. Maintenant, il y a toute une nuée de jeunes reporters aussi, c'est vraiment une époque très différente. Je dirais qu'ils étaient tout aussi violents, largement, mais il y avait plus moyen de l'éviter parce que votre tête elle est moins connue, quoi. On trouvait aussi moins facilement votre adresse parce que les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils étaient. Maintenant, moi je sais que mon adresse, enfin ils l'ont, enfin trouvable, enfin, j'essaie même plus de la cacher. Enfin voilà, c'est ça qui était différent. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'au moment où il y a eu, j'avais aussi quand même un incident assez sérieux avec Serge Ayoub. Là, j'ai cru qu'il allait nous, enfin, franchement à deux. Serge Ayoub, juste pour expliquer, oui, pardon. C'est pendant à peu près 20 ans, le leader des néo-nazis parisiens. C'est ça. Et les meurtriers de Clément Méric font partie de son groupe. Voilà, exactement. Parce que lui niait, justement. Et comme je disais, non, ce que vous dites n'est pas vrai, etc. Il s'est énervé. Et là, j'ai vu un psychopathe tout d'un coup, alors qu'il parlait plus d'un ton un peu plus mesuré. Il essayait d'avoir l'air vaguement intellectuel, tout ça. Là, le naturel, il ressort. Enfin, c'est comme un Hulk, quoi. On peut avoir un peu peur, puisque c'est un colosse. Ouais, on a eu peur. On était deux, hein, mais on n'était pas à Fierro. Il voulait prendre la carte mémoire et tout. Bon, alors lui, il a rusé, le caméraman, il a donné la fausse et tout. Enfin bon, on a quand même appelé les flics, hein, parce qu'il menaçait de revenir et tout. Et bon, il y a eu ça, il y a eu l'histoire qu'on a racontée avec Logan Gian quand il est sorti le truc, plus la photo de Lousteau qui fait le salut fasciste. Ça commençait franchement à être chaud, quoi. Donc ça, c'est les années à peu près 2014, 2015 par là. Et donc j'ai cessé un peu d'y aller parce que bon, je savais que puis on l'avait dit, non, faut pas s'amuser. Et en fait, je suis retourné très récemment. Alors j'y allais de loin, mais alors, c'est très récemment. C'est je sais plus c'est quand la manif Sainte-Geneviève, c'est il y a pas longtemps, une manifestation Paris Fierté, voilà, c'est ça dont tu parlais. Voilà, c'est en janvier, donc c'est il y a pas longtemps. Et en fait, alors il y avait un jeune qui était là pour nous, pour Blas, et puis
il se trouve, je sais pas loin dans le quartier en plus. J'ai pas pu m'empêcher. Je lui dis tiens, je vais y aller, je vais les attendre à l'arrivée, je vais faire un petit test. Et là, j'ai été sidéré, parce que franchement, sans exagérer, moi, je pensais qu'il m'avait oublié. Hein. Enfin, c'est plus la même génération. Je suis un papy, j'ai mon sac qui faisait avec mes courses. Là, et ben, au bout d'une minute où je rentre, dans la mêlée, disons sur les côtés, il y a un mec qui vient, bonjour. Enfin, il y a 5 autour de moi. Alors, ils m'ont pas, faut être honnête, ils m'ont pas agressé, hein, mais ils m'ont bien fait comprendre qu'ils voyaient très bien qui j'étais. Il y en a un qui m'a ressorti une vidéo qui date de 2010, incroyable. Et moi, je pensais pas que, quand ils t'ont à l'œil, même 10 ans après, ça continue, quoi. Et vraiment, j'étais surpris. Et même par extension, parce que le jeune dont tu parles, donc Valentin Vader, qui était là pour Blast. Oui. Nous, on se connaît. J'arrive sur la manifestation. On ne s'est pas croisés parce que je suis partie avant, parce que ça commençait à devenir un petit peu tendu pour moi. Je suis pas resté non plus. Valentin travaille, il fait son truc et tout. Et c'est très systématique. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient me parler sur ces manifestations-là, même si c'est quelqu'un qui n'est pas identifié, une fois qu'il s'éloigne de moi, il est empêché de travailler. Ça a été le cas de Valentin, là, à la Sainte-Geneviève. Ça a été le cas d'autres photographes d'agences de presse et tout que je connais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je pars avec un photographe en reportage pour Street Press, en fait, on se briefe à l'avance, je lui dis ce que je veux et on ne se parle pas de la manifestation. Parce qu'à dire bonjour dans une manif, alors surtout pas. Parce qu'à partir du moment où je parle à la personne qui est en commande photo pour nous, c'est fini, là, personne ne peut plus travailler. Je voulais raconter, mais on a peu de temps, une enquête que tu as menée ou comment tu as découvert que un député, alors UDR, c'est l'allié du Rassemblement national dirigé par Éric Ciotti, s'est retrouvé à embaucher en fait des petites mains. Fascistes. Et juste en 2 phrases, comment tu tombes sur cette affaire ? En fait, je récupère un dossier judiciaire qui n'a aucun rapport, qui est l'affaire des natifs qui déploient, donc groupuscule identitaire, héritier de Génération Identitaire à Paris, qui déploient une banderole contre Aya Nakamura au JO. Aucun rapport. Bon, et dans ce dossier, je fouille, et puis au moment du placement en garde à vue d'une des personnes concernées, je vois une photo d'un téléphone sur lequel il y a une capture d'écran d'un snap où il y a des billets de 50. Je me dis, bizarre. Et une capture d'écran d'un texto envoyé par Édouard Michaud, dont je parlais tout à l'heure, qui dit « plan travail législatif », en gros, basiquement. Et je me dis, bizarre. À ce moment-là, on est début juin 2025. Moi, j'ai un autre gros dossier sur le feu. Et puis, je vais partir en vacances. Je me dis, OK, bon, je rentre de vacances et c'est la première chose que je reprends. Et comment tu tires le fil pour donc, du coup, je me dis, OK, plan taf législatif. Donc, il a travaillé pour un candidat. Je trouve le candidat. En fait, je trouve des photos, des affiches du candidat. Le candidat, c'est Géraud Verny, donc. Qui est un des actionnaires de Frontières, d'ailleurs, magazine d'extrême droite. Et je demande les comptes de campagne de Géraud Verny, puisque c'est public, il faut les demander, mais c'est public. Et là, je les reçois. Et dans les comptes de campagne, il y a effectivement des factures émises par une société qui est possédée par un néofasciste marseillais. Et en fait, je remonte le fil de toutes les personnes qui sont rémunérées, de tous les numéros de téléphone qui sont cités dans les comptes de campagne, qui sont aussi cités dans ce dossier-là. Et j'arrive à un tas de néofascistes de tout un tas de groupuscules français qui travaillent en petites mains et qui sont rémunérés avec de l'argent public puisque c'est remboursé les frais de campagne. Pour coller des affiches. Voilà. Je trouve que c'est une très bonne illustration de ce lien. L'histoire est plus longue que ça, mais j'ai condensé. Je voulais parler d'un dernier sujet. On a l'extrême droite, c'est aussi des violences et même des morts. Thierry, tu as enquêté sur le meurtre de Jamel Benjabala. Ah oui, c'est un crime passé quasiment inaperçu. Un meurtre en apparence tristement banal. Une rivalité amoureuse qui aurait mal tourné. Parfois, je trouve, on parle d'extrême droite presque de manière théorique et je voulais finir un peu sur cette affaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Ah oui, ça fera très plaisir à la famille, la pauvre en plus. En fait, c'est l'histoire m'arrive un peu par hasard, mais j'entends parler d'une histoire, c'est un peu confus ce qu'on me raconte, de quelqu'un qui aurait tué le nouveau, son rival amoureux, enfin le nouveau mec de sa femme, quoi, le nouveau compagnon de sa femme, mais que en fait, ça serait peut-être raciste. Enfin, c'est un peu confus pour l'instant. Bon, en fait, il s'avère, je vais faire rapide,
que Jamel Benjabala, donc un éducateur spécialisé de 42 ans, ça se passe à Dunkerque, s'est mis en couple avec une femme dont l'ancien compagnon, Jérôme Descaufour, s'avère un raciste patenté, je dirais totalement pathologique. C'est pas le simple racisme beauf au comptoir d'un café, c'est vraiment un truc obsessionnel. Et il se passe ça pendant 3 ans, en fait. Ce Jérôme Descaufour injurie, il y a des injures racistes. C'est constant, c'est-à-dire que dès qu'il parle de l'autre ou dès qu'il parle à l'autre, dès qu'il parle de Jamel ou dès qu'il parle à Jamel, c'est raciste. Alors il s'amuse à envoyer, parce qu'il a la garde des enfants, donc quand les enfants vont chez la femme, donc chez Jamel aussi, il met des saucissons avec marqué halal pour pas qu'il envoie des cochons au chocolat. C'est pas du tout la tradition de Pâques, c'est pas des cochons normalement, mais voilà. Et puis un jour, voilà, il y a une altercation parce qu'il vient voir ses enfants à un moment, c'est pas son tour de garde, etc. Il y a une altercation, le ton monte, Jamel le traite de raciste, etc. Et l'autre alors, part d'abord en voiture avec ses enfants, lâche ses enfants et il lui fonce dessus. Il fonce sur Jamel qui est encore sur la route, recule quand même. Alors il passe par-dessus le pare-brise, se retrouve derrière, il recule pour bien écraser une seconde fois. Bon, alors lui dit que c'est involontaire, c'est un accident. Il redémarre il écrase une 3e fois. Bon, il est mort sur le coup, le malheureux de Jamel. Et en fait, alors je contacte la famille, tout ça, et je tombe sur une photo de Jérôme Descaufour, le meurtrier, avec un écusson Brigade française patriote. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Honnêtement, je pense que c'est un truc de branquignol au départ. Et puis en fait, en se renseignant, alors, parce qu'il apparaît nulle part, ce groupe, je trouve un chercheur qui connaît, etc. Bon, et de fil en aiguille, bref, j'identifie pas mal de gens du groupe. C'est d'anciens militaires, plutôt âgés, effectivement, c'est plutôt au-delà de 40, jusqu'à 80 même, d'anciens militaires, des gens qui ont des armes, qui s'entraînent au stand de tir, qui font des entraînements dans la forêt, trucs de bivouac, survivalisme, machin, etc. Et bon, et alors, je trouve ça complètement effrayant, inquiétant, avec des propos radicaux très très inquiétants. Mais ce qui est consternant, c'est que visiblement, la justice a l'air de s'en foutre. Ça n'a pas l'air de les intéresser beaucoup, parce que le motif raciste n'est pas retenu dans cette affaire. Alors qu'il y a, franchement, parce que retenir un motif raciste, ça ne veut pas dire que vous considérez que le meurtre est raciste. Ça veut simplement dire que vous demandez d'enquêter dans cette direction. C'est tout. Ça veut dire que vous l'excluez pas. C'est quand même le minimum. Après, la juge elle retient ou elle retient pas. Puis même si elle retient, après c'est le jury fait ce qu'il veut. Après c'est la cour d'assises. Et il y a aucune enquête. Alors, on trouve quand même que lorsqu'il est arrêté, Jérôme Descaufour, on trouve dans sa bagnole, on trouve une sacoche avec un écusson Brigade française patriote. Il a plein d'armes chez lui. J'ai oublié l'arsenal est considérable. On lui pose pas une seule question sur c'est quoi cet écusson, la Brigade française patriote. Ça vient à l'esprit de personne. Sur les armes, on lui dit mais pourquoi vous avez toutes ces armes chez vous ? Parce qu'elles sont à moi. Ah bon, c'est intéressant, mais il n'a pas de port d'armes. Il n'est même pas mis en examen pour détention illégale d'armes. Moi, j'ai jamais vu une histoire aussi dingue. C'est à peine croyable. Et c'est très inquiétant sur l'état de notre justice et sur... je ne comprends pas... Alors peut-être que les services de renseignement, j'ose espérer, travaillent sur ce genre de groupe comme la Brigade française patriote, qui a, il y a à peu près une centaine de types actifs. Ça fait penser à d'autres groupes d'extrême droite, comme Action des forces opérationnelles, qui est devenu un mouvement terroriste, avait des réels projets d'attentats tout à fait sérieux. Et moi, j'espère que les services de renseignement quand même travaillent là-dessus, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde. LFI notamment a demandé quand même la dissolution de cette brigade française patriote, qui à mon avis ne serait pas suffisant et ne servirait pas forcément à grand-chose, mais disons qu'au moins symboliquement, ce serait un minimum. Alors Darmanin avait dit oui, je m'en occupe, etc. Puis bon, il n'y a toujours rien, ça fait 1 an. Voilà, donc je suis content qu'on termine par ça. C'est proprement une enquête qu'on suivra sur Blast. Il y aura un bouquin bientôt là-dessus. D'accord. Voilà, je vous l'annonce. Écoute, on le lira avec attention. Juste pour conclure, on est en 2026, il y a les municipales. L'an prochain, c'est l'élection présidentielle et les législatives. C'est quoi, pour nos médias, les enjeux? C'est quoi les sujets qu'on va creuser, qu'on doit creuser? Un petit tour de table rapide, pas raciste. C'est intéressant. Daphné, c'est quoi les enjeux à Street Press là dans les semaines Là, dans les semaines à venir, c'est les candidats RN et Reconquête et extrême droite au sens large au municipal. Donc voilà, on fait ce qu'on a déjà fait et ce qu'on fait régulièrement. Le troupeau de brebis galeuses finalement. C'est ça, voilà, je pense le troupeau, c'est le bon mot. On est évidemment pas les seuls sur le dossier. Oui, mais on n'est pas trop de plein. Voilà. C'était un peu ma conclusion, parce que déjà en 2024, 577 candidats, plus leurs suppléants, etc.
On a eu que 3 semaines, c'était pas assez. Et je pense qu'on aurait plus longtemps, on aurait trouvé plus de choses. Donc voilà. Yumni, les enjeux là dans les semaines à venir et jusqu'à la présidentielle à Mediapart. Toujours continuer de chroniquer cette montée de l'extrême droite et s'en inquiéter et chroniquer. Je pense que c'est ça qui va nous occuper principalement dans la perspective de la présidentielle. Mais cette acceptation et ces compromissions avec l'extrême droite de cercles de plus en plus grands de pouvoir, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, on le constate chaque jour un peu plus. Et je pense que malheureusement, c'est pas prêt de s'arrêter, donc il va falloir être bon pour continuer de chroniquer ça et de le dénoncer. Thierry? Un peu pareil, mais je pense que les brebis galeuses, on va peut-être rigoler un peu, parce que si je puis dire, c'est pas du tout drôle, mais quand il y avait 2 fois 577, donc candidats suppléants, ça fait 2 fois 577, déjà on en a trouvé pas mal des brebis galeuses. Là, il va falloir qu'ils remplissent leur liste quand même. C'est des dizaines, dans les grandes villes, c'est des dizaines, si on prend les gens des dizaines de personnes sur les listes, et on a vu lors de précédentes élections, ils étaient un peu n'importe qui. C'est des milliers, il y a 36 000 communes. Il y a 650 listes RN. 650. Après, au moment où la vidéo sort, je pense qu'on aura les listes. Le dépôt, c'est le dépôt des limites date limite du dépôt des candidatures le 26. Donc pour le moment, on les a pas encore. On a juste une bonne partie des têtes de liste. Mais je pense que quand ça sera sorti, on sera déjà sur le contenu des listes. C'est du boulot. Bon, on a tous du boulot. Merci d'avoir regardé ce podcast jusqu'à la fin. Pour conclure, soutenez les médias indépendants. Blast Street Press, c'est par le don. Mediapart, c'est par les abonnements. Et c'est grâce à votre soutien qu'on peut faire ce travail, séparément et ensemble aussi, parce qu'on mène plein d'enquêtes les uns avec les autres. Et on va continuer.